Alors, on a évoqué tout à l'heure avec le parc Atlantic l'usage des technologies hydrogène. Ce matin, ça a été évoqué, c'est souvent associé au futur des transports. Et Nicolas Bardy va nous expliquer comment l'hydrogène, notamment, peut révolutionner également vraiment la transition énergétique des bâtiments. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nicolas Bardy, donc je suis le président de Sylfen. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui invité par E5T et en particulier à La Rochelle, qui est une ville qui, vous allez le voir, peut être extrêmement importante dans notre jeune histoire. Je veux bien ce système, à condition de le mettre dans le bon sens, m'a-t-on dit. Voilà, donc Sylfen, en bref, qu'est-ce que c'est ? Une société qui a 2 ans d'existence. On s'adresse aujourd'hui aux propriétaires de bâtiments, que ce soit des collectivités locales ou des entreprises, pour les aider à réaliser des bâtiments autonomes en énergie, c'est-à-dire qui privilégient une fourniture d'énergie à partir de l'énergie locale. Et comment on fait ça? Avec une solution technique qu'on appelle le Smart Energy Hub et qui combine finalement 2 services. Un service de stockage de grandes quantités d'énergie, être capable, à partir d'énergie solaire, de stocker des surplus, des mégawattheures, des grandes quantités d'énergie grâce à l'hydrogène, et de les restituer quand le bâtiment en a besoin. Et en complément, d'être capable aussi de faire de la production d'électricité et de chaleur, donc de la cogénération, à partir de méthane. Donc ça peut être du biométhane, ou ça peut être du gaz naturel, du réseau, pour éviter d'aller tirer sur le réseau électrique au moment des pointes, où en général on vient réimporter de l'électricité faite à partir de charbon où on rallume des groupes diesel. Donc ce que ça permet, on en est convaincu, c'est d'atteindre une performance environnementale vraiment exceptionnelle au niveau du bilan énergétique du bâtiment, de garantir à nos clients un coût de l'énergie fixe sur la longue période, puisqu'il est essentiellement dû à l'investissement de départ et à la maintenance, et beaucoup moins aux achats d'électrons ou de molécules à partir du réseau, et puis d'améliorer aussi la performance environnementale du bâtiment. Donc on est aujourd'hui en train de réaliser une preuve de concept, un premier prototype à petite échelle qui s'intègre sur Grenoble et qu'on va livrer à ENGIE pour une qualification sur leur centre de recherche cet automne. En train de boucler une levée de fonds également, et puis de prévoir pour fin 2018 et l'année 2019 le déploiement d'une série de solutions, là pour le coup à taille réelle, en conditions réelles d'usage, qu'on appelle version bêta, du bêta-test, et dont on espère bien qu'une des principales réalisations se fera sur Atlantic, ici à La Rochelle. Le bâtiment est au cœur de la transition énergétique. Plusieurs intervenants l'ont dit depuis hier, 40% des consommations d'énergie et des émissions de CO2 aussi du même coup, mais également une espèce de convergence, puisque les bâtiments se mettent à produire de l'énergie, et les bâtiments se mettent aussi à recharger des véhicules. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule électrique? C'est un machin qui roule d'un bâtiment, votre domicile, votre université, votre lieu de travail, le supermarché, et qui finalement va aller se recharger à un point ou à un autre, c'est-à-dire toujours en pied de bâtiment. Il va falloir intégrer cette consommation d'énergie additionnelle en pied de bâtiment. Donc on n'est pas le seul à le penser. Et une société comme Tesla, qui fait et des voitures, et des batteries, et des panneaux solaires, a exactement compris ce point focal du bâtiment dans la transition énergétique. Alors après, si on veut innover et réussir la transition énergétique, il faut aussi pas se voiler la face. Si vous avez 20 cm de neige sur vos panneaux solaires, pendant une semaine, alors ça arrive peut-être pas à La Rochelle, mais en Rhône-Alpes, et là c'est une photo que j'ai prise à Boston en février dernier, c'est relativement fréquent, vous allez autoconsommer pas grand-chose. Donc l'autoconsommation, c'est évidemment dans le sens de l'histoire, et c'est un très gros progrès, mais on voit que dans des pays à climat modéré, évidemment si vous êtes en Californie et que vous voulez être autonome et qu'à peu près tous les jours vous allez avoir des surplus solaires, ou en Israël, c'est beaucoup plus facile. Dans nos régions, il faut regarder qu'est-ce qui se passe quand ça ne produit rien. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne produit rien? C'est qu'on reste connecté au réseau, à base. Ça veut dire que quelque part sur ce réseau, il faut qu'il y ait des gens qui aient maintenu des capacités de production pour pouvoir fournir la pointe de courant quand tout le monde en a besoin. Parce qu'il ne s'agit pas de passer en blackout. Donc on est typiquement dans le syndrome du passager clandestin, en théorie économique. C'est-à-dire qu'on va bénéficier d'un coût favorable quand tout va bien, et puis on va bénéficier d'une infrastructure qui doit être maintenue et payée par d'autres quand tout va mal. Alors comment on fait pour résoudre ce problème? Le stockage peut permettre de le faire, à condition d'avoir des grandes quantités d'énergie, puisque la météo est ainsi faite, et le cycle d'usage des bâtiments, que vous allez travailler ici pendant la semaine, mais que pendant 2 jours entiers, il n'y aura personne,
que le bâtiment va consommer rien du tout, et s'il produisait de l'énergie solaire, il produirait des mégawattheures d'énergie, et puis que quand il fait mauvais, en général, il ne fait pas mauvais pendant 2 heures, il fait mauvais pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et que si vous voulez avoir des stocks d'énergie, il faut des quantités très importantes. Et donc là, je ne reviens pas sur ce qui a été dit hier, mais il y a une très bonne complémentarité entre les technologies de batterie, qui ne coûtent pas très cher pour fournir de la puissance. Par contre, on ne va pas leur demander de stocker plusieurs jours d'énergie. Ça voudrait dire des mégawattheures, donc aussi des mégawatts de puissance potentielle sur un bâtiment. On ferait sauter tout le réseau. On n'aurait jamais besoin de cette puissance-là. Et l'hydrogène, qui est au moins 10 fois moins cher que les batteries pour stocker des grandes quantités d'énergie. Donc c'est ce qu'on fait chez Silfen. On associe en fait ces deux technologies. Vous prenez un bâtiment à énergie positive avec des panneaux solaires. Quand il y a des surplus, ces surplus, vous les stockez dans des batteries, puis vous remplissez des bidons d'hydrogène. Et puis quand vous avez besoin de l'énergie en retour, vous allez récupérer instantanément l'énergie des batteries. Ça, c'est facile, ça réagit très très vite. Et puis vous allez pouvoir, à partir de votre stock d'hydrogène, reproduire de l'électricité et de la chaleur pour répondre aux besoins de votre bâtiment. La cerise sur le gâteau, on va dire, avec cette solution technique qui est innovante, y compris par rapport à des solutions hydrogène traditionnelles fonctionnant à basse température. On a une capacité également à produire cette électricité et cette chaleur directement à partir de la molécule de méthane. Ça veut dire que, notamment en hiver, on est capable de fournir un complément d'énergie produite localement dans le bâtiment à partir de gaz, pour éviter d'aller tirer sur le réseau à ces périodes où finalement le mix électrique est extrêmement carboné, voire très tendu en termes de puissance. Évidemment, cette idée de stockage et de cogénération locale doit rester connectée au réseau. Il faut continuer à profiter des bienfaits des échanges d'énergie entre les différents producteurs et consommateurs. On peut développer des services de stockage d'énergie pour le compte du voisin, par exemple. Et puis, on a parlé ce matin de mobilité hydrogène. On est tout à fait, évidemment, en capacité avec ce type de solution, à partir du moment où on a de l'hydrogène stocké sur site, d'aller en récupérer une petite partie pour faire un point de recharge complémentaire pour des flottes de véhicules hydrogène. Au bilan, on peut proposer des bâtiments qui vont être à plus de 90%, peut-être même 97% autonomes vis-à-vis du réseau électrique, surtout avec une capacité, grâce à ces grandes solutions de stockage, grande capacité de stockage et la possibilité de faire de la cogénération, d'avoir une logique d'arbitrage. C'est-à-dire que vous n'allez pas, au mois de janvier à 19h, tirer du courant sur le réseau. Vous pouvez l'avoir acheté le week-end d'avant, où on n'est pas sur la pointe, et donc éviter ces problématiques de pointe. Donc choisir le moment où vous allez acheter votre électricité. Au total, la quantité de molécules ou d'électrons que vous achetez peut être réduite de manière drastique, et de ce fait, vous avez un gain très évident en termes d'émissions de CO2. Alors, en fonction de la référence du pays considéré, en France, on a un mix électrique plutôt bas carbone. Si vous prenez le même bâtiment avec le même système de gestion, mais que vous le positionnez par rapport à une référence allemande, évidemment, ça fait un très très gros écart. En termes de pricing, on a un objectif qui est d'apporter une solution complète à moins de 100 € du mètre carré de surface de bâtiment, puisque évidemment, les puissances et les énergies de tout le bazar qui est à l'intérieur de la boîte, ça va s'adapter à chaque bâtiment, ainsi que les logiciels de pilotage et les stratégies de pilotage en fonction des usages de chacun. Et cet investissement va permettre, in fine, sur la durée de vie du système, d'avoir un coût de l'énergie qui va être en gros à parité réseau, si on prend une référence française, et qui va permettre des économies très notables dans tous les pays dans lesquels le coût de l'énergie est supérieur. Et le retour sur investissement précis va être très dépendant finalement de chaque condition locale, d'où l'adaptation du système qu'on va faire pour chaque client. Si on étend cette logique-là à l'échelle d'un quartier, d'un territoire, moi je suis persuadé qu'on a aujourd'hui les solutions techniques pour faire des territoires 100% renouvelables. On a du solaire dispersé, on peut avoir une centrale solaire en plus, on peut avoir des éoliennes, des hydroliennes. Tous les surplus électriques, finalement, on est capable de les autoconsommer à 100% à partir du moment où on fait de l'hydrogène avec. Et puis à partir d'hydrogène et d'électricité, vous êtes capable de couvrir tous les besoins d'électricité, de chaleur et de mobilité, avec un complément issu du recyclage des déchets, par exemple, ou des stations d'épuration pour faire du biogaz. Vous êtes capable de couvrir entièrement, finalement, les besoins du territoire. Donc, pour conclure, il y a un chemin pour réussir la transition énergétique. Ce chemin, il passe par les énergies renouvelables, il passe aussi par une nouvelle façon de penser la gestion de l'énergie à l'échelle des bâtiments et des quartiers. En tout cas, nous, on déploie toute notre énergie pour y arriver, et on espère avec tout votre soutien. Donc là, aujourd'hui,
Un petit mot sur La Rochelle. Il y a 18 mois exactement, en mars de l'année dernière, on a été contacté pour effectivement proposer une solution pour un des bâtiments du quartier Atlantec, avec l'idée d'avoir une opération qui soit visible non seulement à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale et européenne. Donc depuis 18 mois, on essaye collectivement de trouver des financements, notamment à l'échelle nationale. On a été labellisé. La labellisation, ce n'est pas encore un chèque. Donc 18 mois après, l'argent n'est toujours pas là, mais tout le monde se mobilise énormément. Donc je dis les choses de manière un peu cash. Mais si on veut innover en France, être exemplaire et montrer qu'on est capable de faire des choses qui, à la fois industriellement et environnementalement et socialement, sont pertinentes, voilà, il faut se mobiliser. Merci beaucoup. Merci.